Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, pour Echo, comme chaque lundi. Un nouvel invité ce soir, cher Sidi Abayo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes opposant gambien, président du Conseil national de transition gambien, qui a été mis en place à Dakar en 2012. Cela fait 2 ans donc, que vous vous battez pour le départ de Yaya Jammeh. Et récemment, il a fêté ses 20 ans au pouvoir. Oui, tout à fait. Ça fait 2 ans qu'on se bat. Enfin, le CNTG se bat contre Jammeh depuis 2 ans. Mais ça fait 20 ans, vous rajoutez un zéro, ça fait 20 ans que sa dictature elle dure. Et aujourd'hui, je crois que, je l'ai dit il y a encore quelques semaines, j'étais de passage à Dakar. Aujourd'hui, on a l'apogée de sa dictature, puisqu'il a le souhait, vous le savez comme moi, de créer une monarchie en Gambie. Et là, je pense qu'il faut tout simplement passer à une vitesse supérieure, comme lui passe à une vitesse supérieure, et mettre tous les moyens de notre côté pour l'arrêter. Et quand vous dites passer à la vitesse supérieure, vous voulez parler de la force? En fait, ce que je vous cite, en 2012, vous lui avez lancé un ultimatum, en 2012, je pense bien, de 24 heures. Dans un premier temps de 24 heures et après de 30 jours. C'est contraire. Ok. Dans un premier temps de 30 jours, à l'expiration des 30 jours, on lui a donné 24 heures pour prendre une décision. Malheureusement, à l'époque, l'armée et l'opposition gambienne, parce que c'était le souhait du CNTG, n'étaient pas prêts à mettre en place une cohésion et mettre Jammeh out. Ça, je le reconnais. On n'a pas pu créer l'alchimie qu'il fallait pendant l'ultimatum. En politique, on ne peut pas toujours gagner. Il faut apprendre de ses échecs. C'était un échec, hein, je le reconnais. Aujourd'hui, on a utilisé plusieurs voies pour essayer de légitimiser les actions du CNTG. On y est arrivé, puisqu'on a été reçu par beaucoup d'organes institutionnels. On a été reçu au Conseil européen et on a été reçu par pas mal de chancelleries africaines, sans citer de nom. Et je pense qu'aujourd'hui que le CNTG, d'une manière implicite, plaît dans son ensemble, en tout cas le concept qu'on avait mis en place pour contrecarrer la dictature de Jammeh, elle a plu dans son ensemble, mais le problème c'est vrai que l'opposition n'est pas unie. Et quand vous voulez mettre à bout une dictature comme celle de Yaya Jammeh, vous avez intérêt à réunir un maximum, à fédérer un maximum l'opposition. Et le problème du CNTG, c'est vous avez déjà à l'intérieur du CNTG une alchimie de gradés de l'armée gambienne qui sont exilés et des membres de plusieurs partis d'opposition. Quand vous dites que vous n'avez pas pu créer cette alchimie, est-ce que ça veut dire que vous avez des hommes dans l'armée gambienne? Nous, aujourd'hui, le CNTG, ça veut dire Conseil national de transition pour la Gambie. Dans le Conseil national de transition, il y a une transition entre l'armée gambienne et l'opposition gambienne qui doit être en place le plus rapidement possible. Et pour cela, moi j'ai préconisé il y a 2 ans, je le répète encore, on a gardé cette constance, je préconise vraiment que l'armée gambienne prenne sa responsabilité, l'opposition gambienne prend la responsabilité de mettre en place un conseil militaire d'opposition pour que l'armée gambienne et l'opposition gambienne ne font qu'un et mettre Jammeh out le plus vite possible. Le mettre out le plus vite possible, vous ne parlez pas du tout là d'une élection, vous parlez d'un coup de force. Yaya Jammeh a mis en péril toutes les institutions de notre République. Il a violé tous les droits fondamentaux qui régissent notre République. À partir de là, le droit international vous autorise, à travers plusieurs possibilités, d'utiliser la force pour arrêter un président tyrannique, ce qui est dans son cas. Donc, on a, comme je l'ai dit à maintes reprises, je le répète, l'opposition gambienne a épuisé tous les recours démocratiques pour arrêter la dictature de Yaya Jammeh. Aujourd'hui, la seule alternative pour arrêter Yaya Jammeh, c'est d'être en phase avec notre armée, et une armée aussi est faite pour protéger sa population. Donc le rôle premier d'une armée, c'est de protéger sa population. Aujourd'hui, la population, non simplement vous avez des intimidations, des arrestations arbitraires, vous avez des assassinats extrajudiciaires, non simplement vous avez ça qui sont déjà dans les annales du régime de Jammeh, mais en plus de ça, aujourd'hui, la Gambie se profile vers une crise alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres, ça va vous parler.
La Gambie, c'est 1,8 million d'habitants. Sur les 1,8 million d'habitants, vous avez plus de 700 000 Sénégalais. Je parle d'abord du Sénégal et de la Gambie. Vous avez plus de 700 000 Sénégalais. D'accord? C'est plus d'un tiers de notre population. Après, il y a encore quelques semaines, il y a les chiffres qui sont tombés au niveau de la PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. On a fait un constat amer. Un tiers de la population gambienne aujourd'hui vivait en insuffisance alimentaire. 600 000 Gambiens. Pareil, on est à peu près à un tiers. Donc, en dehors des crimes contre l'humanité que Yahya Jammeh a perpétré dans le temps, a dupliqué depuis 20 ans. Il y a un autre problème aujourd'hui qui se profile en Gambie, qui est un problème, je dirais, alimentaire, mais surtout social. Il y a quand même des avancées, des perspectives économiques qui sont bonnes. On parle de croissance à l'ordre de 7,5% pour 2015. Vous me posez une question, je vous en repose une autre. Vous me dites qu'il y a des avancées, il y a des perspectives économiques qui sont bonnes, il y a des taux de croissance qui sont positifs. Si on compare à ce qui se passe dans les pays du Nord, c'est vrai que la Gambie n'est pas en récession, le Sénégal non plus, et la majorité des 54 pays africains ne sont pas en récession. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, je ne sais pas moi, je prends un exemple tout simple. La Gambie, comme le Sénégal, on a du pétrole. Il y a eu de la prospection qui a été faite en Gambie en 2009. Yahya Jammeh a organiser ce qu'on appelle en anglais bidding round, c'est-à-dire des enchères pétroliers pour pouvoir vendre des puits offshore, c'est-à-dire dans la mer. Aujourd'hui, il y a très peu de compagnies au monde qui sont capables d'aller forer à plus de 2000 mètres de profondeur. On a eu Total, on a eu Esso, on a eu Shell, pardon, Total, Shell, on a eu ExxonMobil et Chevron. Et il y a une compagnie aussi des Émirats Arabes Unis, Istar Petroleum, qui sont venus en 2009 en Gambie. Et on a organisé à l'époque, puisque j'y étais moi-même, on avait organisé, enfin j'ai vu ça de l'extérieur, mais son régime avait organisé des enchères pour pouvoir vendre les puits de pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Les compagnies avaient proposé des royalties entre 18 et 25%. Lui avait proposé entre 18 et 25%. Mais par rapport au taux de rentabilité, les compagnies avaient proposé maximum 12%. D'accord? C'était rentable pour lui même 12%. La Gambie, il faut savoir une chose, ça on n'en parle jamais. Et lui, il n'en parle jamais parce qu'il sait très très bien ce qui peut se passer s'il va en profondeur par rapport à la prospection pétrolière qui est en Gambie. Il avait proposé 12%. On a 6 blocs offshore en Gambie. 6 blocs offshore, d'accord? Je ne parle pas du onshore, mais en offshore, on a 6 blocs. Sur les 6 blocs, le plus petit puits, il a plus de 50 000 barils par jour. Aujourd'hui, les compagnies, les majeures, entre guillemets, pour qu'ils puissent s'intéresser à une prospection pétrolière, il faut un minimum de 50 000 barils par jour pour que la prospection commence, l'exploration commence, l'exploitation commence, pour que la commercialisation commence. Et c'est quoi le problème avec tout ça aujourd'hui? Tout ça, j'arrive pour répondre à votre question. Malgré tout ça, d'accord, c'était des retombées économiques énormes pour le pays. Malgré tout ça, aujourd'hui, Yahya Jammeh est incapable de créer une autosuffisance en Gambie. Parce que ce que je vous dis, il y a des études, il y a le Bureau des Nations Unies qui est en Gambie, d'accord? Vous avez d'autres ONG qui sont là, qui font des études, qui vont dans les zones, dans la zone rurale en Gambie. Et sur les 600 000 Gambiens qui sont en insuffisance alimentaire, plus de 200 000 sont en zone rurale. Et les 200 000, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est les paysans. Et ces paysans-là, aujourd'hui, malgré tout ce que vous venez de me dire, je vous ai pris l'exemple du pétrole parce que c'est d'actualité au Sénégal, d'accord? Malgré ça, Yahya Jammeh a été incapable de créer un puits, de vendre un puits. Il y a eu Canadian Hill Energy, il y a eu Petrobras, compagnie nationale brésilienne qui est venue, il y a une compagnie aussi iranienne, il y a plusieurs compagnies qui sont venues aujourd'hui et qui ont fait pas mal de choses. Vous voyez? Mais malgré tout ça, il a été incapable justement de tirer la Gambie par exemple, au niveau... Et c'est tout cela qui vous pousse à vouloir un coup d'État aujourd'hui en Gambie. Vous n'avez pas de crainte par rapport à cela parce que un coup d'État, c'est pas ce qui a le plus souvent réussi dans les pays africains. Mais qui vous a parlé de coup d'État? Un coup de force. Je parle là de coup d'État, quand vous dites un coup de force, vous le reconnaissez. D'accord. Vous savez, moi, je vais vous dire la même chose que j'avais dit à Pape Chersylla de TSL il y a 2 ans. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un coup d'État? Est-ce qu'un coup d'État, c'est moi, Cheikh Sidi Abayo, je viens en face de vous et je vous dis je vais attaquer Jammeh demain? C'est un coup d'État? C'est pas un coup d'État. Ce que je suis en train de vous expliquer, Yahya Jammeh, la peur doit changer de camp. Aujourd'hui, il tétanise son peuple,
d'accord, par tout ce que je viens de vous dire, d'accord, plein de crimes contre l'humanité, d'accord, en Gambie, un coup d'État, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Je discute avec vous, je vous parle de la manière de le faire partir en utilisant le droit international. Nous, peuple gambien, on a le droit d'utiliser la résolution. Il y a des lois, il y a un droit international qui existe. Nous, Gambiens, peuple gambien, on a le droit d'utiliser les Nations Unies, qui est une institution internationale dont la Gambie est signataire, d'accord. Cette institution régit 192 pays. Nous, Gambiens, on a le droit d'utiliser un droit à l'intérieur des Nations Unies pour enlever Jammeh. Et ce droit, c'est la résolution 1974 qui donne à tout peuple le droit d'utiliser la force pour faire partir son président tyrannique. Donc c'est pas un coup d'État. Vous ne voulez pas que je dise coup d'État? Non, parce que ça, c'est des habitudes en Afrique qu'on doit mettre à la poubelle quand il s'agit d'affronter un homme comme Jammeh de face. Je ne me cache pas pour dire à Jammeh, nous allons utiliser l'armée en utilisant le droit international pour arrêter ta dictature. Ça, c'est pas un coup d'État. Et utiliser l'armée, ça veut dire le faire partir. Et certainement, c'est un autre militaire qui sera au pouvoir. Alors, la question c'est, vous n'avez pas de crainte de créer un autre Jammeh? Là, vous avez posé plusieurs questions, pardon, je vais apporter une réponse simple. Quand je vous disais tout à l'heure que je voulais créer un conseil militaire d'opposition en Gambie, c'était pour éviter justement un autre régime militarisé comme celui de Yahya Jammeh. Et pourquoi je préconise la création d'un conseil militaire d'opposition? C'est pour que l'opposition gambienne, l'opposition gambienne c'est 11 partis politiques, d'accord. L'armée gambienne c'est un peu plus de 4000 hommes. À l'heure où je vous parle, il est possible que l'armée gambienne et l'opposition gambienne créent cette alchimie et choisissent un civil, comme ça s'est fait en Madagascar. Madagascar, ils ont choisi l'ancien maire de Antananarivo, oui, qui était quand même à l'origine d'un mouvement de protestation qui allait jusqu'à déloger le président. Mais c'est pas un militaire. Alors oui, c'est pas un militaire. Il était politique. Lui, il avait quand même ce mérite-là d'être sur place. Oui, mais et vous, ça doit faire un bon moment que vous n'êtes pas allé en Ghana. Attendez. Il y a plusieurs manières de combattre un régime comme celui de Yahya Jammeh. C'est pas parce que moi je ne suis pas sur place que nos yeux et nos oreilles ne sont pas à l'intérieur et que je dirais même que nos actions souterraines ne portent pas leurs fruits. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur une manière. Yahya Jammeh, pour le déloger, il faut utiliser des méthodes très minutieuses. Il ne suffit pas juste de venir à votre chaîne et de dire on va utiliser le droit international, on va faire ci, ça. Il y a une manière. Nous, Gambiens, on sait comment utiliser des méthodes, je dirais, pratiques et réalistes pour arriver à bout de Jammeh. Yahya Jammeh, ce n'est pas un président comme tout le monde. Qu'en 21e siècle, vous avez un président qui prétend guérir le sida, qui arrête le traitement antirétroviral aux malades du sida et donne des herbes médicinales, c'est pas un président comme tout le monde. Quand vous avez un président qui aujourd'hui, à l'heure d'Ebola, qui dit moi je peux guérir Ebola, peut-être, mais connaissant le côté ubuesque et charlatan de Yahya Jammeh, j'ai des doutes. Quand vous avez un président qui viole toutes les règles protocolaires en décidant de faire exécuter des ressortissants étrangers comme les 2 Sénégalais qui ont été exécutés. Alors je le répète, où sont les corps de Tabarassam et Djibril Ba? Est-ce qu'ils ont été rendus à leur famille au Sénégal? Je ne pense pas, j'en ai pas eu d'écho. Quand vous avez un président qui viole tous les droits fondamentaux des valeurs républicaines et démocratiques, est-ce que vous allez utiliser la même méthode qu'on utilise par exemple pour enlever un démocrate convaincu? Non, je ne pense pas. Pourtant, il vous est reproché d'être plutôt proche de Jammeh. Alors, je ne sais pas où vous avez entendu ça. Moi, alors... Il se dit d'ailleurs, j'ai lu en tout cas sur Internet que vous serez d'ailleurs, disons, un agent secret de... Vous croyez à tout ce qu'il y a sur Internet? Je vous pose la question. Oui, mais moi, c'est une question boomerang. Donc, vous me posez la question, c'est absurde. Je ne vais pas vous répondre sur ce sujet-là, mais si vous croyez à tout ce qui se raconte sur Internet, déjà, vous avez des blocs. Je n'y crois pas parce que, enfin, c'est pourquoi je vous pose la question, à vous de nous éclairer sur cette question-là. Est-ce que vous avez une proximité avec Yahya Jammeh? Je pense qu'il y a des questions sérieuses et réponses sérieuses doit y avoir si le sujet est intéressant. Ça, c'est pas un sujet, je pense, qui peut intéresser notre audience. Ce qui est important aujourd'hui, ça peut intéresser bien sûr notre audience. Ce qui est important aujourd'hui, si vous voulez que je vous réponde d'une manière directe, le président Jammeh a travaillé à un moment donné avec des membres proches de ma famille. D'accord? Par rapport à ce fait-là, d'accord, on me porte beaucoup de choses qui ne sont pas vraies.
D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis le seul opposant gambien qui affronte Yahya Jammeh face aux caméras. Bon, je ne dirais pas que l'opposition gambienne n'est pas aussi courageuse que moi, mais si vraiment j'étais proche de Yahya Jammeh, je n'oserais pas venir au Sénégal et provoquer les autorités sénégalaises, parce que c'est ça, ça fait 2 ans quand même que je suis sur la place de Dakar à multiplier les plateaux télé, les points de presse, les conférences de presse. Bon, je laisse à tout un chacun de réfléchir sur votre question. Alors peut-être quand on dit que vous êtes proche de Jammeh, c'est le fait que vous rencontriez quelquefois son épouse en France. Ce qu'il faut que vous compreniez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des membres proches de ma famille qui ont travaillé pour lui, j'ai un oncle qui a été son chef protocole, qui a été démis de ses fonctions et qui actuellement est son chef de protocole actuel, Aladji Ousmane Cissé. Donc c'est peut-être par rapport à cette personne qu'on me prête beaucoup de choses qui sont très fausses, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils avaient à visiter Paris et que j'étais à Paris, puisque moi j'ai une affaire à Paris relatif au métier de transport de personnes avec chauffeur, donc il faisait appel à mes services, et peut-être par rapport à cela que certaines mauvaises langues disent que je suis proche de son régime ou même... Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, par exemple l'épouse du chef de l'État, depuis que vous avez lancé le CNTG? Non, parce que à partir du moment où vous prenez une décision de combattre tout un régime, vous prenez une décision de ne plus rencontrer ou de rentrer en contact avec tout ce régime. Et je pense que quand on parle de Yahya Jammeh, la deuxième personne, bien évidemment, c'est sa femme, qui profite aussi de toute cette folie que Yahya Jammeh a mis en place, parce que bon, sa fortune aussi émane de tout trafic de tout genre. Et sa femme, comme beaucoup de femmes de dictateurs, le jour où il tombera, elle aura des comptes à rendre à la justice gambienne. Alors, justement, toujours par rapport à votre crédibilité dans l'opinion en Gambie, surtout avec l'opposition gambienne, vous ne semblez pas avoir de bons rapports. Je vous rappelle par exemple, en 2012 par exemple, il y a Kukoy Samba Sagna qui disait que... Kukoy Samba Sagna, ce n'est pas l'opposition gambienne. Il est pourtant opposant gambien. En tout cas, il a dit que toutes vos déclarations sont faites à partir de Dakar, histoire de créer une crise diplomatique entre le Sénégal et la Gambie. Je vais vous rappeler 2 faits concernant Kukoy Samba Sagna. La première chose, Kukoy Samba Sagna, c'est le Gambien qui a massacré le plus de Sénégalais. Si vous vous rappelez, Kukoy Samba Sagna a fait massacrer plus de 500 militaires sénégalais au coup d'État de 1981. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Kukoy Samba Sagna n'a jamais mis en place ne serait-ce qu'un parti politique d'opposition en exil. Donc pour moi, Kukoy Samba Sagna, je vous rappellerai quand même en dehors du CNTG, j'ai créé un parti politique d'opposition en exil qui s'appelle le Parti de l'Alliance démocratique gambien. Donc si vous voulez me comparer à Kukoy Samba Sagna... Je ne vous compare pas. Non, vous me dites il est opposant et vous me traitez, je pense, comme un opposant. Donc je ne m'inscris pas dans ce type d'opposition. C'est-à-dire opposant, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a un parti politique. Après, libre à vous, il y a plusieurs définitions. À chaque fois quand vous prenez un mot, vous allez dans un dictionnaire, vous voyez plusieurs définitions. Moi, Kukoy Samba Sagna, à chaque fois qu'on le décrit comme un opposant, ça me gêne. Parce que pour moi, Kukoy Samba Sagna, aujourd'hui c'est vrai qu'il est décédé, paix à son âme, mais pour moi, il aurait dû être plus traduit en justice, soit par la Gambie ou par le Sénégal, parce qu'il a tué quand même des fils de la Sénégambie. Donc quand vous me parlez de Kukoy Samba Sagna, je pense que je peux recevoir des leçons de tout le monde, paix à son âme, sauf de lui. Alors je vous parle, les faits sont dans les annales. Il a quand même fait exécuter pas mal de fils du Sénégal. Et ce qui m'a étonné, moi, j'ai jamais réagi à ce que vous venez de me dire par rapport à ces déclarations. Et c'est adressé directement au président Macky Sall en lui disant de faire attention à tout ce que Bayo pouvait avancer. Parce que ça pouvait créer une crise diplomatique entre le Sénégal et la Gambie. Ça fait 2 ans. Parce que pour lui, vous cherchiez en fait le soutien du Sénégal. C'est le cas? À partir du moment où la Sénégambie est touchée, en étant fils
de la Sénégambie, il était de mon devoir moral d'agir. J'ai décidé de le faire via un organe de transition politique que j'ai mis en place, donc le CNTG, à partir de Dakar, parce que j'ai senti que le Sénégal avait besoin aussi de cela à ce moment-là. Le Sénégal a perdu seulement 2 fils au moment où Yahya Jammeh a décidé de faire exécuter les 9 prisonniers relatifs à la peine de mort en août 2012. Je suis convaincu que si il y avait une alliance quelconque, je parle au niveau fédéral, il y aurait eu quelques Sénégalais qui seraient levés et qui auraient fait peut-être ce que j'ai fait à ce moment-là, voire plus. En tant que ressortissant gambien, je l'ai fait. Ça a été le bienvenu à ce moment-là. J'ai pas eu de méfiance particulière ou de rejet particulier des autorités sénégalaises. J'ai pas eu de soutien non plus, mais le seul pays où je pouvais créer ce CNTG, c'était à partir de Dakar, mais sans demander le soutien de Dakar. Alors quels sont vos soutiens ? Alors les soutiens, comme je l'ai dit il y a 2 ans, je le répète puisque c'est d'actualité jusqu'à maintenant, on a été reçus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Conseil européen. On a essayé de sensibiliser tous les partenaires socio-économiques de la Gambie. Donc on s'est rendu à Strasbourg, on a été reçus aussi dans certaines chancelleries africaines. Je tairai les noms parce qu'on a utilisé à ce moment-là une diplomatie souterraine et Jammeh sait très très bien qu'à cette époque, et même maintenant, le CNTG a gagné en crédibilité parce que le CNTG se combat contre un homme qui ne respecte pas tous les droits que ces pays mettent en valeur pour pouvoir participer à une émergence sociopolitique, socio-économique, comme vous me l'avez rappelé tout à l'heure, on parle de taux de croissance, etc. Pour être éligible, n'importe quel pays dans le monde, pour être éligible à certains aides financières ou autres, même en termes d'expertise, quand vous voulez développer un pays, vous faites appel à des cabinets d'expertise à l'extérieur. Pour être éligible à toutes ces conditions-là d'appui, d'assistance, il faut être un pays démocratique, il faut être un pays où vous respectez tous les droits de l'homme, etc. etc. Jammeh, à chaque fois, moi je l'ai vu, je l'entends, parce que son entourage aussi se confie. Il y a eu beaucoup de défections depuis 2 ans dans l'armée gambienne, les forces de sécurité. Il y a eu des ambassadeurs, des ministres qui ont fui le pays. Il n'y a pas très longtemps, Mamadou Tangara, qui était son ancien ministre des Affaires étrangères, qui était son ambassadeur aux Nations Unies, a fait défection à son régime. Il y a eu Oumpa Mendy, qui était son aide de camp et chef de la sécurité à la présidence, qui a fait défection. On a eu des échos comme quoi on le cherchait pour le retourner. Mon oncle maternel a été démis de ses fonctions parce que c'est mon oncle, etc. etc. Donc, tous ces pays-là acceptent Jammeh parce qu'aujourd'hui il fait partie de ce que j'appelle moi la gouvernance mondiale. Et malgré tout ce qu'on peut dire, il a été élu 4 fois en Gambie. Après, libre à chacun de voir dans quelles conditions il a été élu. Mais malgré tout ça, il a été élu par le peuple. Et donc il y a une diplomatie, il y a des codes protocolaires que vous devez respecter. Il faut faire attention à beaucoup de choses. Mais j'ai jamais demandé le soutien de qui que ce soit ici au Sénégal. Je tiens à le répéter. Mais je me suis déplacé dans la sous-région et dans les pays du Nord pour aller sensibiliser et préparer surtout la communauté internationale au moment fatidique qui est la chute de Jammeh. Et ça, c'est inéluctable et c'est imminent. Mais si on n'y croit pas, je pense qu'il y a un dicton qui dit l'espoir fait vivre. Et Jammeh, ça fait 20 ans qu'il fait ce qu'il fait en Gambie. Aujourd'hui, il n'y a qu'une alternative pour les Gambiens, c'est unir leurs forces et arrêter sa dictature. Alors, vous parlez de vos soutiens, vous avez rencontré pas mal d'institutions, la Commission de l'Union européenne par exemple, c'est bien ça? Le Conseil européen. Du Conseil européen, et en y allant, je vous cite, c'était dans l'optique d'avoir reconnaissance internationale. Voilà, la reconnaissance internationale et d'être le seul interlocuteur de la Gambie. C'est le cas, vous avez eu gain de cause. Qu'est-ce que ces gens-là vous disent? Aujourd'hui, tant que les Gambiens, tant que l'armée gambienne n'aura pas pris la responsabilité d'arrêter la dictature de Yahya Jammeh, nous ne serons pas et nous ne pouvons pas être le seul interlocuteur des institutions internationales et des partenaires économiques de la Gambie. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on efface Yahya Jammeh pour devenir l'interlocuteur même de transition de ces institutions. Alors vous, quand est-ce que vous rentrez en Gambie pour l'affronter vraiment directement, de façon frontale, comme vous le dites? Vous savez, ça ne dépend pas de moi.
si ça ne dépendait que de moi et si j'avais l'aval de tout ce que je viens de vous dire, demain matin, premier avion, je rentre. C'est-à-dire l'aval de la communauté internationale? Non, ce n'est pas l'aval de la communauté. Nous, on ne peut pas attendre l'aval de la communauté internationale pour arrêter le mal de la Gambie. Ce n'est pas la communauté internationale qui nous fait mal, c'est Adjamé qui nous fait mal. Vous attendez l'aval de qui alors? Arrêtons l'aval de l'armée. L'aval de l'armée gambienne. Il n'y a que l'armée gambienne qui pourrait arrêter parce que c'est un régime qui est quand même supposé être contrôlé en grande partie par la famille. Non, en fait, aujourd'hui, il faut que vous sachiez, il y a 3 fractions dans l'armée gambienne. Vous avez les hommes de Djamé, vous avez une bonne partie des éléments de la rébellion casamançaise, d'accord, c'est à peu près un tiers de l'armée. Vous avez la deuxième partie qui est une armée, pour moi, qui est républicaine, d'accord. C'est tous les gens qui ont envie qu'il y ait mes parts, mais qui n'ont pas l'audace peut-être de le faire partir. Et vous avez une troisième partie. Et, cette troisième partie, c'est une partie, moi ce que j'appelle d'indécis, d'accord, qui d'un moment à l'autre peuvent basculer d'un camp à l'autre. Mais ça, cette situation, elle s'explique par le fait que l'opposition gambienne n'a pas réussi à convaincre les gradés de l'armée gambienne à l'intérieur du système de s'unir et de faire partir Djamé. Ça, c'est la faute de l'opposition, c'est la responsabilité de l'opposition. Et j'appelle encore une fois de plus l'opposition gambienne à travailler et de multiplier les efforts pour créer cette alchimie et de réussir à mettre en place les prémices d'un départ de Djamé. Alors on a pratiquement quelques secondes avant la fin de l'émission. Je vous laisse quand même, si vous avez bien sûr un message à lancer à Djamé, à la communauté gambienne ou je ne sais pas, à la communauté internationale. Non, moi le seul message que j'ai à faire, mais c'est une surprise pour personne, Yahya Jammeh, si on n'arrête pas sa tyrannie aujourd'hui, c'est des générations et des générations, je ne l'espère pas, qui connaîtront sa dictature et peut-être que ça va réduire aussi les initiatives personnelles à l'échelle nationale et ça va aussi faire reculer le pays sur pas mal de secteurs. Donc le message, c'est les Gambiens doivent prendre leurs responsabilités aujourd'hui. 20 ans, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a quand même plus d'une génération qui n'a connu que Djamé et c'est dommage parce que vous le savez autant bien que moi, quand vous vivez sous un régime militarisé ou sous une dictature ou une tyrannie, bah, vous avez la suppression des libertés d'expression individuelle, collective, et ça ne peut pas émanciper un pays. Et aujourd'hui, on est au Sénégal, c'est un pays d'émergence. Vous êtes candidat à l'émergence. Les Gambiens, on aurait aimé avoir ce statut-là, mais malheureusement, pour l'instant, avec la dictature qu'on a et les pratiques ancestrales qu'il y a en Gambie, là, on veut retourner à une monarchie. Ça, c'est une tristesse et c'est pathétique et il faut tout faire pour l'arrêter, pour le traduire en justice, pour tous les crimes qu'il a commis et le retard qu'il a fait subir à ce peuple. Ben voilà, c'est le mot de la fin. Je vous remercie. Merci à vous. La chaîne sénégalaise vous remercie. Nous vous remercions également vous, téléspectateurs, qui nous suivez tous les lundis dans Echo. Lundi prochain avec un autre invité. Merci, au revoir.